d'abord, l'actualité macroéconomique de la semaine qui sera marquée par les indicateurs d'emploi et le rapport sur le marché du travail américain pour le mois de juin qui sera publié ce vendredi. Évoquons le sujet de l'emploi américain avec Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie et des études économiques, de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, c'est un sujet récurrent avec vous, notamment ce sujet du marché du travail américain dont on guette quand même la confirmation de signaux de refroidissement qu'on peut observer depuis quelques mois. Il faut quand même regarder toujours à la loupe ce marché du travail américain pour déceler ces signaux de refroidissement. Est-ce qu'on aura encore des confirmations avec ce rapport attendu vendredi, Bastien? À un certain stade, on s'attend même peut-être à avoir des destructions nettes d'emplois aux États-Unis, ce qui ne sera peut-être pas le cas pour autant ce mois-ci. Oui, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a eu pas mal de ralentissements sur le marché du travail. Un indicateur qui est très important et qui est peut-être pas assez regardé, c'est le nombre total d'heures travaillées, qui a baissé très légèrement sur les derniers mois. Et ça, c'est le signal d'une activité qui se porte pas très bien. Et ça peut se réconcilier finalement assez bien avec notamment l'ISM manufacturier qui a été publié hier et qui était un plus bas de cycle. Donc ça se réconcilie plutôt pas mal avec cette dégradation de l'activité qu'on peut constater aux États-Unis. Ça, c'est une variable qui est très importante parce que la variable de salaire du job report dont on parle tout le temps, c'est le salaire horaire moyen et c'est pas le salaire horaire moyen qui tombe dans la poche des Américains, mais c'est le salaire horaire moyen fois le nombre d'heures travaillées et qui donc, comme je viens de le dire, a plutôt baissé sur les derniers mois. Et donc cette quantité, donc le salaire horaire moyen fois le nombre moyen d'heures travaillées, ce qui correspond par semaine, donc ce qui correspond finalement au seul salaire horaire hebdomadaire, mais cette quantité-là, on voit qu'elle a subi un très fort coup d'arrêt sur les derniers mois, et finalement ça va alimenter une dégradation supplémentaire, même si c'est progressif, de la consommation des ménages. Et pour répondre à votre question, pour les destructions d'emplois, il est quand même assez peu probable que ça arrive cette semaine, que ça soit publié pour cette semaine, pour le mois de juin, mais c'est peut-être quelque chose qui pourra arriver dans les mois qui arrivent. C'est ce que certains attendent, effectivement, à commencer peut-être par Jérôme Powell ou quelques membres de la Réserve fédérale américaine. On parle beaucoup du marché de l'emploi et aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde, avec peut-être des changements structurels profonds qui expliquent cette résilience quand même de l'activité économique, malgré le ralentissement dont vous nous parlez, Bastien. L'autre phénomène assez emblématique de la résilience, notamment américaine, c'est ce qui se passe sur l'immobilier au sens large aux États-Unis, Bastien. Est-ce que l'immobilier américain est en train de repartir contre toute attente et de manière peut-être spectaculaire si on regarde certaines catégories spécifiques d'immobilier? Alors là, il se passe des choses vraiment très intéressantes sur le marché immobilier parce qu'on a des statistiques qui sont assez contradictoires entre elles. Bon, peut-être quand même, il faut dire que il y a eu un très fort ralentissement du marché immobilier, tout simplement du fait du resserrement monétaire de la Fed. Aujourd'hui, on a des taux de crédit immobilier à 30 ans qui sont vers les 7%. Et pour être concret, en 2021, une mensualité d'environ $1 000, ça suffisait pour acheter un logement standard. Aujourd'hui, c'est $2 000. Donc, il y a quand même vraiment une difficulté à acheter un logement qui est beaucoup plus prononcée que ce qu'on avait donc avant ce resserrement de la Fed. Puis si on regarde le nombre de dossiers de crédit immobilier pour acheter, il s'est effondré au plus bas niveau depuis 30 ans. Alors pour les primo-accédants, c'est devenu très très difficile d'acheter un logement, et ça participe à la baisse de la demande. Mais en parallèle, il y a aussi une baisse de l'offre, parce que les ménages qui sont déjà propriétaires et qui avaient refinancé leur crédit immobilier sur les années 2020-2021, quand les taux étaient à zéro, ils vont pas vendre leur logement pour aller se retrouver dans un nouvel emprunt avec un taux d'intérêt qui serait bien plus élevé. Et donc là, on a une forte baisse de l'offre de logements existants. Donc là, c'est ça qui fait que il y a des phénomènes un peu bizarres qui se mettent en place avec une forte baisse de la demande, mais en même temps une baisse de l'offre. Donc on observe bien que les transactions de logements existants sont très faibles actuellement. C'est quand même 20% en dessous de ce qu'on avait en 2019, et on se trouve proche des plus bas niveaux depuis les 30 dernières années. Mais en même temps, on a des ventes de logements neufs qui ont pas mal
mal rebondi sur les derniers mois. Ceux qui ont les moyens d'acheter, ils se reportent plutôt vers le neuf. Après, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les transactions dans le neuf, c'est quand même 5 à 6 fois plus faible que dans l'ancien. Et lorsqu'on additionne finalement les transactions dans le neuf et dans l'ancien, on voit que le rebond n'est pas forcément très marqué. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, ce qui est vraiment central pour le marché immobilier américain, et qui explique pourquoi on n'a pas un marché immobilier résidentiel qui s'est effondré, c'est la très forte pénurie de logements qui existait déjà avant la crise Covid, mais qui s'est probablement exacerbée. Alors on voit circuler pas mal d'estimations sur ce sujet-là. C'est très difficile de savoir laquelle est la plus juste, mais on voit des estimations qui disent qu'aux États-Unis, il manque 4, 5, 6 millions de logements. Et ça fait une énorme différence avec la crise de 2008, parce que lors de la crise de 2008, le nombre de logements à vendre qui étaient disponibles à la vente, c'était 4,5 millions. Aujourd'hui, le nombre de logements disponibles à la vente, donc l'ancien plus le neuf, c'est 1,5 million. Donc 4,5 millions pour la crise de 2008, et maintenant c'est 1,5 million. Et c'est pour ça que malgré une forte baisse de la demande, on n'a pas d'effondrement du marché, il n'y a pas d'effondrement des prix. On voit même que l'indice Case-Shiller, il est reparti à la hausse en 2023. Il a un petit peu baissé sur le second trimestre 2022. Il a baissé seulement de 4,5%. Donc c'est quand même assez faible. Mais cette pénurie de logements, elle fait qu'il n'y aura probablement pas d'effondrement des prix immobiliers. Il n'y aura probablement pas non plus d'effondrement des dépenses de construction résidentielle, comme on avait pu le voir lors de la crise de 2008. Et il n'y a pas d'effondrement des cours de bourse des promoteurs immobiliers, je le dis au passage, parce que c'est quand même très parlant quand on regarde les performances boursières de groupes emblématiques de promotion immobilière pour le logement, notamment aux États-Unis, que ce soit Toll Brothers ou Pulte Home, qui sont des gros leaders du marché. C'est des performances boursières de 50-60% depuis le 1er janvier. Et un discours, encore une fois, sur les résultats du dernier trimestre, les discours de Toll Brothers, c'est pénurie de logements, comme vous dites, et en face, une demande qui ne faiblit pas. Donc pour eux, c'est quand même une autoroute, entre guillemets, pour la construction, la promotion et pour les marges de ces groupes-là aujourd'hui. Oui, en fait, quand le resserrement monétaire de la Fed a commencé, qui était extrêmement brutal, tout le marché a anticipé finalement que le marché immobilier allait s'effondrer. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que ça n'est pas arrivé, et ça ne va pas arriver, tout simplement pour deux raisons. Il y a la pénurie plus ou moins historique de logements, et puis ensuite, là, ça ne concerne pas le marché résidentiel, mais le marché non résidentiel. On a quand même une politique budgétaire qui a été très volontariste sur les premières années du mandat Biden, avec le passage du plan d'infrastructure bipartisan puis l'Inflation Reduction Act. Et ça a mené finalement à un rebond de certains segments du marché non résidentiel très spectaculaire. Donc je pense surtout finalement aux dépenses de construction manufacturière, les dépenses de construction dans l'industrie. Et là, on a vraiment un boom de la construction d'usines dans le sillage de l'Inflation Reduction Act qui est très prononcé et très spectaculaire. On voit le graphique en même temps que vous nous l'expliquez. C'est vertical. C'est tout à fait vertical et vraiment ça coïncide avec le passage de l'Inflation Reduction Act qui a stimulé la réimplantation de certaines activités aux États-Unis, et ça se traduit par des dépenses de construction dans l'industrie qui sont très fortes. Alors ça, c'est l'un des éléments, mais il y a aussi d'autres éléments, d'autres segments du marché non résidentiel qui sont très dynamiques. Je pense à la construction dans le secteur public, avec notamment les routes, les autoroutes et tout ce qui est relatif à l'acheminement de l'eau. Et là, on peut vraiment retrouver les effets du plan d'infrastructure bipartisan qui a été passé au début du mandat Biden et qui est vraiment stimule très fortement ces dépenses de construction. En plus de la résilience du marché du travail, est-ce que ce phénomène, ces phénomènes qu'on observe sur l'immobilier, est-ce que c'est un problème pour la Fed à ce stade, Bastien ? Alors oui, mais en même temps c'est compliqué parce que on sent bien qu'il y a un certain malaise de certains membres de la Fed sur ce rebond de certains segments du marché immobilier. C'est surtout les faucons. Après, donc il y a eu pas mal
déclarations en ce sens sur les dernières semaines de membres de la Fed qui s'inquiétaient finalement de ce rebond de certains segments du marché immobilier. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour la Fed, c'est compliqué. Il n'y a pas que le marché immobilier, il n'y a pas que le marché du travail. Et il y a aussi l'évolution du secteur bancaire avec le durcissement des conditions de crédit qu'il y a pu y avoir. Donc ça complique vraiment la donne pour la Fed. Il y a vraiment des signaux qui sont contradictoires. Et il y a un autre signal qui est contradictoire et qui provient, lui, du marché immobilier, c'est qu'on a une hausse de la part des logements disponibles à la location, parce que pendant les 2 années de taux zéro, 2020 et 2021, il y a un certain nombre de ménages qui ont acheté pour louer. Et d'ailleurs, les ménages qui sont vraiment très fortunés, ils peuvent continuer à acheter pour louer, parce que il y a eu une petite baisse des prix immobiliers. Donc, s'ils ont les liquidités pour acheter des ménages, ils peuvent continuer à le faire. Donc ça fait plus de logements aux locations. Et donc ça contribue au ralentissement finalement des loyers. Et ça, c'est quelque chose qui, au contraire, est plutôt encourageant pour la désinflation qui va donc apparaître sur le second semestre de cette année. Donc on voit vraiment que même pour le marché immobilier, il y a vraiment des signaux contradictoires pour les membres de la Fed. Oui, la lecture du cycle ou du moment où on se trouve dans le cycle reste quand même effectivement assez compliqué, un exercice délicat. Merci beaucoup pour votre éclairage à ces sujets, Bastien. Bastien Dreux, responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management.